Bienvenue sur À contre-cliché, le podcast qui bouscule les normes. Un espace pour raconter, comprendre et remettre en question les schémas qu'on nous a appris à accepter. Parce que derrière chaque histoire, il y a des mécanismes que l'on peut déconstruire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui touche des millions de personnes et qui reste pourtant entourée de nombreux préjugés, la dépression. Parce qu'on entend encore qu'il suffirait de sortir, de faire du sport, de penser positif ou simplement de se secouer un peu. Mais si c'était aussi simple, la dépression n'existerait pas. Pour en parler, j'ai invité Thomas. Il a traversé une dépression et il a accepté de raconter ce qu'il a vécu, ce qu'il ressentait à l'époque, comment il a été pris en charge et ce qui l'a aidé à aller mieux. Avec lui, nous allons également parler des idées reçues sur les maladies mentales, du regard de la société, des traitements existants et de l'importance de considérer la dépression pour ce qu'elle est, une véritable maladie. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Justine. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans, je vais avoir 32 en novembre, fin novembre, le 24. Je suis né à Marseille. Je suis en Île-de-France depuis un an. Entre-temps, je suis resté à Lyon pendant 5 ans et demi. Fils unique, mais je crois que je ne sais pas si je l'ai dit, et voilà. D'accord. Du coup, aujourd'hui, on se rencontre pour parler d'un sujet qui est peut-être un peu délicat. Donc, tu as fait une dépression. Mhm. Comment ça a commencé tout ça pour toi ? Alors, pour moi, la dépression, elle a commencé en 2013, été 2013. Je vais te dire après comment je me rappelle des dates. Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, en 2013, je venais d'avoir mon bac. Je revenais de vacances avec à une colonie, on va dire, une colonie de grands à Barcelone. Donc, très bonne ambiance. Je venais d'avoir mon bac. Je venais de... Ça va être un sujet peut-être qui va prendre du temps, un sujet important. Je venais de couper contact avec mon père, volontairement, parce que mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit. Ma mère avait ma garde du lundi au vendredi et mon père tous les week-ends, vu qu'ils étaient séparés. Moi, j'ai jamais aimé cette personne, j'ai jamais aimé mon père, son caractère, comment il était, sa façon. J'ai jamais aimé cette personne en fait. Puis ça n'avait pas été le plus sympa avec ma mère. Donc voilà, donc j'avais coupé contact avec lui volontairement en 2012-2013, j'avais coupé contact avec lui. Donc tout allait bien, tu vois, dans ma vie. Tout allait bien, donc je te dis, je venais d'avoir mon bac, je venais de couper contact. Voilà, tout allait très bien. Mais c'est revenu peu en fait. Ça, je pense que c'est en préparant le podcast, en réfléchissant à plein de choses. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et en fait, en préparant le podcast, je me suis dit, mais d'où vient cette dépression, quoi? Parce que même, même au moment où je te parle, ça fait quoi? Ça fait depuis 13 ans, je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien dans ma vie et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, de ce que je me rappelle, c'est que à l'époque, j'étais en vacances à Méribel, donc je crois que c'est en Savoie, avec mon beau-père et ma mère. Donc, on était en vacances là-bas et je me sentais pas très bien. Tu vois, il y avait quelque chose qui allait pas, mais je sais pas d'où ça venait. Il y avait quelque chose. Je veux dire, il y avait quelque chose. Je me disais, mais c'est étrange, quoi. Et un jour, donc, on est au resto et, je me rappelais qu'à 10 minutes à pied du resto, il y avait il y avait le lac de Méribel, donc vraiment un coin sympa et tout. Et donc on est au resto, nani, tout ça, tout se passe.
Et à un moment, donc je leur dis, il faut que je sorte de table, il faut que je marche. Donc ils comprennent pas et tout, mais voilà, moi je me dis, il faut que je marche. Il y a un truc qui va pas et tout, je marche. Donc je vais jusqu'au lac. Il faut que je marche, je vais jusqu'au lac et donc là je me retrouve seul devant et je commence à pleurer. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où il s'est passé quelque chose, mais pendant longtemps j'ai eu du mal à mettre un mot sur ce qui se passait. Pour moi, la dépression, tu vois, j'en avais entendu parler, mais j'avais du mal à mettre un mot dessus en fait. C'est-à-dire que tristesse, déprime, tout ça je connaissais, mais dépression, ouais, je sais pas ce qui se passait. Je sais pas ce qui se passait en fait. Dans ma tête, je savais pas. Donc c'était compliqué au début. Au début, vraiment, les premiers mois étaient très 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 compliqués quoi. Donc le pourquoi de cette dépression est arrivé, peut-être que il y a des raisons, mais là, je t'avoue que je les ai toujours pas des années après. Donc, Ouais, ça t'est un peu tombé dessus comme ça, quoi. bah ouais, parce que j'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychiatres. Surtout, j'ai commencé à voir une psychologue. Bon, on en parlera après, mais avant mon passage en hôpital et après, j'ai vu des psychologues, des psychiatres, que ce soit près de Marseille, sur Lyon, même maintenant encore sur Paris. Et des fois, j'en parle forcément. Je me dis, mais pourquoi, tu vois? Pourquoi oui, la dépression est une maladie, je suis d'accord. Je veux bien, mais il y a quand même des fois, il peut y avoir un signe avant-coureur, tu vois. Il y a des trucs qui peuvent se passer. Et moi, je sais pas. J'ai jamais été un mauvais garçon. J'ai jamais été con. J'ai jamais été mal élevé. J'ai eu des moments où ça allait moins bien, mais bon, comme tout le monde, c'est humain, ça. Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Et même les psychologues et tout, tu vois, les psychiatres, des fois, ils ont eu du mal ils n'arrivaient pas à me dire, mais en fait, ça part d'ici. Je sais pas. Mais pendant des années, j'ai eu du mal à mettre un mot dessus et je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je me renseigne par moi-même, quoi, tu vois. Au début, il va falloir que je me renseigne par moi-même et c'était compliqué. Moi, les premiers rapports que j'ai eu avec la maladie, c'est que je m'en rappellerai toujours. J'étais j'étais chez mon beau-père et ma mère à ce moment-là, donc toujours en 2013. Et, euh, et je m'étais dit un truc, je m'étais dit, mais j'étais seul, hein, donc je m'étais dit, j'ai un truc au fond de moi, j'ai un truc au fond de moi, ça n'arrive pas à sortir et je sais pas ce que c'est, tu vois. Euh, et donc, je me suis dit, ouais, mais c'est bizarre et tout. Et une tristesse, je te raconte même pas. En fait, plus les années passaient, plus la tristesse et les idées noires, elles augmentaient. Donc, ouais, les premiers rapports avec la maladie, ça a été ça, quoi. Est-ce que par la suite, pour savoir ce qui te rendrait aussi triste, tu as fait, je sais pas, de l'hypnose ou... Parce que je sais que des fois, quand on vit des choses qui sont pas faciles, notre cerveau, pour nous protéger, bah, en gros, supprime un peu ou met un voile sur un souvenir. Et, est-ce que ça, c'est des choses que tu as faites ou pas? Non, moi, j'étais allé voir une psy là, sur Aix-en-Provence, vu que mon beau-père et ma mère habitaient près d'Aix-en-Provence. J'avais fait de l'EMDR, mais c'est surtout, c'était avant que j'entre en HP, c'était quoi, 2017, par rapport en fait à mon pas mon traumatisme, mais ma relation avec mon père. Ma relation avec mon père. Mais non, c'est tout. C'est tout. Euh, l'hypnose, non, j'ai jamais fait. Déjà, est-ce que je serais réceptif à ça? Je sais pas. Faudrait essayer. Mais après, ça me dérangerait pas, tu vois.
Puis même là, je suis guéri je suis guéri et heureux depuis des années. Mais ça me dérangerait pas. Moi, ça m'a jamais en fait dérangé d'en parler, tu vois, la preuve. Ça m'a jamais dérangé d'en parler, ça m'a jamais dérangé de même avec les médecins de voir d'où ça pouvait venir et tout. Ça me dérange pas de penser au passé, d'en reparler. Donc ça me dérangerait pas, mais est-ce que je serais réceptif? Est-ce que je sais pas, plein de choses. Mais non, j'ai jamais fait d'hypnose. Non, j'ai jamais fait ça. Ok. Donc, donc c'est arrivé pendant l'été, tu te sens triste, tu sais pas pourquoi, tu Mmh. commences à te mettre à pleurer. Et comment ça a évolué tout ça? C'est bien que tu en parles parce que et j'en parle parce que je pense on va parler de la guérison au fil du podcast, donc c'est important. Moi, je suis quelqu'un en fait, peut-être, de ma mère et tout, moi quand j'aime quelque chose, que ça soit une musique, une série, un film, je le regarde souvent. Genre vraiment. Alors, ma copine des fois elle en a marre et je la comprends, mais par exemple, moi pour te donner une idée, attends je vais te dire ça de suite, tu vas voir, attends. Je vais sur Apple Music, sur mon résumé, je vais te dire un truc comme ça tu au moins les gens qui nous écoutent, ils vont avoir une idée. En 2025, déjà moi j'écoute la musique tout le temps. En 2025, j'ai écouté la même musique pendant 2300 fois. Ah oui, d'accord. Voilà, 2300 fois la même musique. Mais, allez, c'est pas une musique avec des paroles, tu vois, c'est vraiment une musique tranquille, mélodique et tout, donc vraiment c'est stylé. Donc j'écoute tout le temps la même musique et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. 2013, 2014, ces eaux-là, je découvre la saison 6 de la série Skins, UK, voilà. Et je regarde 2 épisodes, parce que pour moi, c'est les 2 épisodes les plus, à ce moment-là, déprimants de la saison, tu vois. Je sais plus c'était lesquels, je crois que c'est le 7 et le 9, épisode 7 et 9. Et en même temps, je découvre le groupe Fauve. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, je connais pas. Voilà, ben, en fait, c'est un groupe parisien, pareil, qui a émergé 2000 2011, 12, 13, qui a vraiment émergé de fou. Là, maintenant, je crois qu'ils n'existent plus. Et donc, je découvre un clip qu'ils ont fait. Pareil, musique. Ça, c'est en fait, c'est un groupe assez fort, mais tu vois, avec des paroles aussi un peu tristes, mais à la fois un peu déprimantes, un peu joyeuses. Tu vois, c'est un peu un mix de tout. Et donc, je regarde ça, j'enchaîne. Tac, 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 tac. Je regarde ça et tout. Tout en fait avec la maladie où je savais pas ce qui se passait, quoi, tu vois. Donc, je regarde, mais à aucun moment dans ma vie, je me dis, mais attends, Thomas, c'est quand même bizarre. Tu regardes ça et à la fois, t'es pas bien, t'es triste et tu sais pas ce qui se passe. Et à partir de là, en fait, je pense que j'ai commencé à me créer comme un personnage, tu vois. C'est-à-dire que il y avait le Thomas intérieur, le petit Thomas qui était faible et tout triste, et le Thomas qu'on voyait, il paraissait fort, tu vois. Ça veut dire que tu cachais un petit peu tout ce que tu Oui. ressentais. T'en as Ah parlé oui, au oui. début ou tu intériorisais Non, beaucoup? ouais, je m'intéressais beaucoup au début. Ça m'embête de dire ça, mais bon, de toute façon, moi, ma famille, elle va écouter ce podcast. Euh, Moi, j'ai pas été aidé au début, tu vois. J'ai pas été aidé. Désolé, j'ai la voix tremblante un peu. Euh, C'est-à-dire que, après, c'est facile de dire que j'ai pas été aidé parce que je demandais pas d'aide, tu vois aussi. Je demandais Oui. pas d'aide, mais ouais, je jouais un rôle, quoi. Je jouais un rôle. C'est-à-dire que c'est à cette période-là, jusqu'à l'hôpital, jusqu'à mon entrée en hôpital en été 2018. Si tu me voyais, tu te doutais pas que je faisais une dépression et que tout le temps, quand j'entrais chez moi le soir ou n'importe quand, je pleurais, tu vois. Donc, ouais, je jouais un rôle
Et puis, ben, ça me rappelle aussi un acteur que j'aime beaucoup, Jim Carrey, qui avait dit, en fait, la dépression, c'est quand la personne au fond de toi, elle dit qu'ils veulent plus jouer un rôle, tu vois. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que t'as pas envie de, en fait, t'en as marre, tu vois. La dépression, c'est la pire des merdes parce que ouais, tu joues un rôle et c'est pas facile, quoi. Tu joues un rôle, tu te crées quelque chose, en fait, parce que t'en as marre de ce monde. Je pense que ouais, je me suis abandonné, ouais. Je me suis abandonné, je demandais pas d'aide. Puis même, c'est pas facile parce que quand toi, tu sais pas ce que tu traverses, euh, quand tu sais pas ce que tu traverses, tu vas pas dire oui, j'ai besoin d'aide, mais sur quoi? Ben, je sais pas. Tu vois? Hmm. Donc, ouais, c'était pas facile. Vraiment, les débuts, c'était compliqué. C'était pas facile au début et ça s'est empiré d'année en année, quoi. Ah, mais c'est vrai que c'est compliqué de demander de l'aide quand déjà toi-même tu sais pas ce qu'il y a, tu sais que ça va pas, mais tu sais pas mettre les mots dessus. C'est ça. Et puis bah quand tu joues un rôle en fait et que tu fais style que tout va bien, c'est pas évident non plus pour ton entourage de savoir qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. Ouais, bah oui, oui, parce que ma mère, elle a toujours senti les choses. On s'est depuis mon entrée en hôpital, elle m'a dit quand ça va pas, tu me dis des trucs. Tu me dis des trucs parce que je sens quand il y a quelque chose qui va pas, je le sens. Et bah, l'instinct maternel. Mais sauf que moi, à l'époque, ma mère, tu vois, elle n'arrivait pas à voir quand ça allait pas. Et elle me disait sans cesse des trucs au début que je trouvais stupides, mais en fait qui sont vrais. Elle me disait pleure un bon coup, ça ira mieux après. Et moi, je me disais, mais je pleurais déjà, tu vois, je pleurais déjà. Et en fait, maintenant que ça va beaucoup mieux, je me dis, oui, elle a raison, mais tu sais, elle a jamais eu les mots vraiment pour m'aider. Même elle, elle le reconnaît. Elle m'a dit, je suis désolé et tout, j'ai pas pu t'aider, j'avais pas les mots. Bon, je lui en veux pas, tu vois, je lui en veux pas du tout parce que la première personne qui devait se faire aider, c'était moi, je devais m'aider moi-même. Mais, euh, mais ouais, non, c'est dur de mettre des mots dessus. Et quels ont été les symptômes clairement de la dépression? Qu'est-ce que, à part une grande tristesse, est-ce que ça t'empêchait de faire des choses? Tu te sentais bloqué? Déjà des idées noires, beaucoup d'idées noires. Je pense que, je pense que toutes les idées noires, je les ai toutes eues. Euh, je pense que j'ai tout eu. J'ai eu dû se faire percuter par un bus, se pendre, se tirer une balle, j'ai tout eu. J'ai tout eu. Mais les symptômes, c'était de la tristesse, pleurer, pleurer, beaucoup pleurer, euh, rire, en public, rire, parler, sourire, euh, se livrer, rigoler, être avec des amis et être seul et être un zombie qui a plus envie d'être là, tu vois. Hmm. Pendant longtemps, j'avais bien aimé cette expression aussi. Pendant longtemps, je m'étais dit, je suis un mort-vivant. D'apparence, je suis vivant, mais au fond de moi, j'étais mort, tu vois. Et j'avais bien aimé cette expression, un mort-vivant. Et ou même, par exemple, ça aussi, ça c'est un truc. Je sais pas, peut-être que la dépression, ça m'a donné un côté poète. Je m'étais dit, je vis pas, je survis. Hmm. Je m'étais dit, en fait, je survis pas, je survis. Et je trouvais ça fort. Je trouvais ça significatif. Mais ouais, les symptômes, ça a été ça, quoi. Ça a été là où j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est au niveau de l'hygiène. Au niveau de l'hygiène, c'est-à-dire que moi, tout petit et tout, je suis quelqu'un d'assez maniaque. Alors, pas maniaque énormément, tu vois, genre maniaque juste ce qu'il faut, tu vois, genre que les choses soient bien au bon endroit et tout. Mais ça m'arrivait pendant la dépression de ne pas me laver pendant 3 4 jours d'affilée, Hmm. tu vois.
ça m'arrivait de pas jusqu'au jour où je commençais à faire: «Ouh là, ça pue», tu vois? Jusqu'au jour où je me disais, «Bon là par contre Thomas tu déconnes, ça pue et tout», mais ouais, je pense que l'hygiène, déjà l'humeur, l'état, que ça soit l'humeur en public, l'état, et l'hygiène, ouais, là ça a été les premiers symptômes où je me suis dit: «OK, donc là il y a un truc qui va pas, quoi». Là, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal d'être en ville et tout et tu rentres chez toi, tu pleures. Bah, non, il y a un truc où je me suis dit: «Non, là, il y a un problème, là, ça va pas». Est-ce que c'était facile pour toi quand, les gens de ton entourage te proposaient de faire des sorties, tout ça, d'accepter ou tu refusais? Je refusais, ouais. Je refusais que, parce que je vais pas dire que je me plaignais dans ma situation, tu vois? Genre pas du tout. Mais c'était tellement simple de refuser, tu Mmh. vois? C'était tellement simple de, même aller en ville, je j'y arrivais pas, tu vois? Mentalement, je pouvais pas parce que voir du monde heureux, parce que en fait, si tu veux, à ce moment-là, les seuls gens que je voyais, c'était, les gens de ma classe dans les études que j'ai fait là, les études que j'ai fait et après le travail que j'ai fait. C'était les seules personnes où j'étais obligé de les voir, tu vois? Parce que, bah, les études et le travail, quoi. Mais, ah non, je voulais pas, en fait, je voulais pas voir du monde. En fait, le truc, c'est qu'on a besoin de voir du monde, on a besoin de faire des trucs, mais, moi, j'avais pas envie, quoi. Pour moi, c'était tellement simple de dire, non, tu vois? Et donc non, je voyais personne. Oui, donc au fur et à mesure du temps, tu t'enfermes dans une solitude et puis, C'est ça, après c'est un engrenage, quoi. c'est ça, tu t'enfermes dans une solitude, et à partir du moment où tu as envie de sortir de cet engrenage, tu te dis: «Ben, bon courage, quoi», tu vois? Mmh. C'est pour ça que je sais pas si tu voulais en parler, tout de suite ou pas, mais par rapport à ma tentative de suicide, on en avait parlé, je pense qu'en fait, tu vois, j'ai réfléchi, depuis notre première discussion. En fait, je sais pas si c'était une tentative ou si c'était un truc de faire taire, les voix en moi, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que j'avais des voix en moi, il y en avait tellement que je me suis dit, «J'en ai marre», tu vois? Il y avait tellement de voix que je me suis dit, «Ouais, non, c'est plus possible». Donc tu rentres dans un engrenage et en fait, tu as tellement de trucs au fond de toi qui arrivent que tu te dis genre: «Waouh, comment je fais?» tu vois? C'est pour ça que c'était plus possible donc je sais pas si c'était une tentative ou si c'était juste un appel à l'aide. Bon, maintenant, tout ça c'est très loin derrière moi, ça doit faire plus de 10 ans, mais c'est un engrenage après, tu en fait, tu plus goût à rien, quoi. Tu vois? Tu plus goût à rien. Tu plus goût à rien et c'est pas facile, quoi, c'est pas facile. Oui et puis, en fait, tu es tellement mal dans cette situation-là que, pour toi, la seule solution de te libérer de tout ce mal-être, c'est d'en finir, quoi. Ouais, bah, oui, oui, en fait, tu en as tellement marre, tu entends des voix, tu entends tu es là et tout, pour ma part, après, malheureusement, c'est des symptômes de la dépression, mais tu manges moins, tu te laves moins, ou tu manges mal, ta maison, elle est en bordel parce que tu penses à autre chose qu'à ranger ce qui est normal, tu plus goût à rien. Fran C'est triste, je sais que c'est super triste, mais moi, à ce moment-là et tu vois, encore maintenant, je comprends ceux qui en peuvent plus et qui sautent la vie, tu vois? Qui Je les comprends, je veux dire, c'est super triste parce que mais moi ayant été à leur place, je les comprends, tu vois? Pas facile. Donc ouais, c'est pour ça que c'est pas un sujet à prendre à la légère, quoi. C'est vraiment un sujet très important, mais ouais.
Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire, aux personnes qui disent que, la dépression, c'est juste de la fainéantise? Ça me fait rire parce que à partir du moment où tu fais une ou plusieurs, tentatives de suicide, bah, où est la fainéantise, tu vois? Où est la Mmh. fainéantise? Parce que, je veux dire, on parle quand même de je sais pas, je pense que j'en aurais même pas besoin d'en dire plus, quoi. Tu es triste au point de vouloir t'enlever la vie. La fainéant Où est la fainéantise? Où est, en fait, faut se dire que les gens qui disent ça, ils l'ont jamais vécu. Attention, tant mieux pour eux, je leur souhaite pas, tu vois? Je veux dire, moi, je sais que la dépression, ça m'a apporté de très mauvais côtés. Bon, on en a pas encore discuté, mais ça a aussi changé ma vie, en bien. On en discutera peut-être après, voilà. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais en fait, la dépression, faut voir ça comme, un 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 voile noir. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir des couleurs dehors, bah, quelqu'un qui est en dépression, il va avoir, comme des lunettes, comme un voile noir et dehors, ça sera noir et blanc, tu vois? Donc non, c'est pas de la fainéantise. C'est pas de la fainéantise parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, imaginons, tu prends un exemple, regarde, par exemple, en ce moment, c'est la coupe du monde. Heu, Quelqu'un, de dépressif qui va voir un match de coupe du monde, bah, oui, il va voir son match, il va être content, il va voir ses collègues, il va voir du monde, il va voir du foot, mais peut-être qu'au fond de lui, en fait, ça changera pas, son problème. Ça changera son humeur au bout de le moment, tu vois, au bout de quelques heures, mais qui te dit que le lendemain, il sera mieux? Donc non, c'est pas de la fainéantise, c'est juste qu'en fait, tu es dans un état que tu pas choisi, que tu pas voulu, qui est horrible et heu et quand tu sors de ça, c'est génial, c'est beau, hein. Moi, je veux dire, moi, j'en suis sorti et c'est magnifique, mais non, c'est pas de la fainéantise. Ceux qui disent ça, par contre, je vais pas dire que c'est des cons parce que bon, voilà, mais je veux dire, faut arrêter. Quand tu vois le nombre de personnes, hommes, femmes, qui s'enlèvent la vie, par jour, par minute, ce que tu veux dans le monde et tout, par an, oui, alors ça veut dire que tout le monde est feignant? Bah, putain, il y en a des feignants. Non, mais voilà, C'est ça. c'est je sais pas, vraiment, c'est énervant, quoi, tu vois? Mmh. Non, je C'est comprends. énervant. Et quand, tu arrivais à sortir de chez toi et à voir du monde, est-ce que le fait d'être avec des gens, ça te faisait du bien ou pas forcément? Moi, là, en fait, où la dépression, elle s'est, pleinement installée, c'est quand j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à avoir mon premier salaire, j'ai commencé à travailler en juin 2015. À l'époque, j'ai travaillé, pendant 20 mois en équipe de nuit, donc je travaillais en nuit. J'étais très bien payé et ce qui est drôle, c'est que, l'entreprise où je travaillais, même si on était de nuit, c'est une très grande entreprise. C'est-à-dire que c'est une entreprise 24/24, 7/7 qui s'arrêtait jamais. Il devait y avoir sur le site au moins 2000, voire plus de 2000 employés en tout, donc c'était énorme, vraiment, c'était un truc très, très grand. Et ce qui est drôle, c'était que c'était paradoxal parce qu'en fait, moi, intérieurement, j'étais seul, j'étais un mort-vivant, j'étais liquide, mais à côté, je voyais plein de monde, quoi. Je voyais du monde, du monde, du monde et en fait, ça me f au début, quand j'ai commencé à travailler, ça me faisait un peu de bien. Ça me faisait un peu de bien, mais en fait, au final, tu t'en rends compte que ouais, non, non, en fait, plus les jours passent, puis en plus de nuit, c'est-à-dire que j'étais très bien payé, tu vois? J'étais très bien payé, je gagnais bien ma vie, mais par contre derrière, au lieu de faire, je sais pas moi, deux trois repas ou peut-être plus par jour, je t'en faisais un, tu vois? Mmh. J'en faisais un, les gens allaient travailler, moi je dormais, les gens allaient dormir, moi je travaillais, tu vois? Donc déjà, voilà.
Et puis j'étais tombé à 59 kilos, tu vois. J'étais tombé Hmm. à 59 kilos. Je suis pas grand, hein, je suis 1m73, donc je suis pas grand pour un homme, mais je suis tombé à 59. J'étais devenu ça, tu vois. Genre vraiment, tu faisais. Je mettais ma main autour du poignet, mais c'était. Puis même le mari de ma demi-sœur, qui est grand et tout, mais qui est pas non plus très, très costaud, qui me disait waouh, t'as perdu et tout. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'avais perdu, quoi. Donc, au début, voir du monde, oui, pour en venir à ce que tu me disais, c'est bien. C'est bien au début, et au final, tu te rends compte que bah, tu vois du monde, tu fais ton travail, tu rentres chez toi, tu pleures. Tu rentres chez toi, tu as des idées noires. Donc, je me dis, oui, c'était bien au début, mais dans tous les cas, le problème était toujours là, quoi. Le problème de fond était toujours là. Oui, ça fait du bien sur le moment, mais ça règle pas le problème de Voilà, fond. c'est ça, exactement. Et donc, comment ça a évolué pour toi? Parce que j'étais intérimaire en nuit, j'ai travaillé jusqu'en janvier 2018. À ce moment-là, je prenais pas de médicaments. Les médicaments, j'ai commencé à en prendre en hôpital en juin. Donc jusqu'à janvier 2018, je suis en nuit. Mon travail se passait très bien. Ils étaient très contents de moi au point qu'ils m'ont proposé un CDI, toujours dans la même boîte. Donc on me propose un CDI, on me dit un CDI en nuit ou en journée. J'ai dit, ben, la nuit, j'ai fait, c'est bien payé, mais je peux plus le rythme. Je passe en journée. Donc de janvier 2018 à juin 2018, je suis en journée. Donc je suis en CDI en journée. Tout se passe bien. Tout se passe bien au travail, attention, hein, parce qu'ultérieurement, voilà. Tout se passe bien au travail, c'était super. La paye était moins bonne, mais elle était quand même très bonne et tout, donc c'était super. Jusqu'au jour où mes grands-parents, je vais chez eux, je te parle de ça, on était en 2018, toujours mes grands-parents, je vais chez eux et ils me disent assis-toi et tout. Donc je vais chez eux. Déjà, je me dis waouh, mon grand-père, que j'aime, mes grands-parents, je les adore énormément, hein. Vraiment, mes grands-parents, j'ai un amour inconditionnel pour eux. Ils me disent assis-toi et tout. Je fais genre ok, waouh. Déjà que mon grand-père, c'est pas le plus bavard et tout. Je me dis ok, il y a un truc là. Ils me disent bon ben on a appris que ton père était en prison pour, si je me rappelle, recel et agression sur personnes âgées. Et ça m'étonne pas venant de là, ça m'étonne pas. Je vais pas te dire oui, je comprends et tout. Je savais qu'il allait faire de la prison. Non, pas du tout, tu vois. Mais mon père avait été diagnostiqué cyclotimique, non ça non, schizophrène. Il voulait pas l'avouer et tout. Donc il avait été diagnostiqué schizophrène. Il me l'avait jamais dit parce que par fierté, parce que en fait, si tu veux, mon père c'est tout le contraire de moi. C'est-à-dire que moi je suis plus parce que j'ai pas eu une enfance facile aussi, ça j'en ai pas parlé, mais j'ai eu une enfance assez compliquée. Déménagement, je crois que ma mère m'a dit que quand j'étais petit, j'avais fait au moins 4 ou 5 déménagements. Jusqu'à que ma mère rencontre mon beau-père et que je monte sur Aix-en-Provence à mes 10 ans. Donc des déménagements et tout. Mon père, fort caractère, donc moi forcément je me mettais en retrait. Par moments je m'oubliais un peu. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile mon enfance. Donc c'est pour ça que je te disais que j'aimais pas aller chez lui et tout, tu vois. Que j'aimais pas aller chez lui, que je l'aimais pas, que j'aimais pas la personne qu'il était, que ouais, j'ai jamais aimé cette personne en tout cas. Je le détestais pas, mais je l'ai jamais aimé. Puis ça avait été un coup envers ma mère. Et donc pour en revenir à mon père, donc mes grands-parents me disent qu'il a fait de la prison à Marseille, la prison des Baumettes, sachant que eux ils sont sur Marseille aussi. Et et donc sur le coup, je sens qu'il y a quelque chose en moi, tu vois, quand ils m'ont dit ça, qui s'est détruit parce que je me, la première pensée que j'ai eue, je me suis dit, mais attends, en fait, si lui est comme ça, qui te dit que moi je vais pas être comme lui, tu vois, en fait. T'avais peur d'être comme lui. Voilà, c'est ça, j'avais peur d'être comme lui. Alors en plus, la dépression qui était là et tout. Donc, je pense que ça, il y a eu un truc au fond de moi qui a pété ce jour-là. Mais
mais je continue à faire comme si tout allait bien. Et arrive le jour de, arrive en juin 2018. Avant de rentrer en hôpital, je vais à un festival de musique avec une amie à ce moment-là que je pensais être ma meilleure pote, mais en fait je me suis rendu compte qu'elle était toxique et nocive pour moi. Mais ça, je me suis rendu compte bien trop tard. Donc on va à un festival avec, je vais à un festival avec. Ça se passe, bof, ça se passe quoi, tout simplement. Et je kiffe pas le moment, quoi. On prend des substances. Vendredi, samedi, dimanche, je rentre chez moi. Lundi, je vais travailler. Et le lundi soir, je dis à mon beau-père et à ma mère, là, ça va pas, quoi. On est en juin 2018, là, ça va pas. Je dis, en fait, là, je leur dis, je rentre du travail et je leur dis, je sens que je vais faire une bêtise. Tu vois, je leur dis, là, je sens que je vais faire une bêtise, ça va pas. Ça va pas et tout. Ma mère, le lendemain, à la première heure, qui prend contact avec ma psychologue de l'époque. Et donc, ma psychologue lui dit, écoutez, allez, attendez cet après-midi et allez voir à l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence ce qu'ils peuvent faire. Et donc, à partir de là, c'était parti pour l'hôpital, c'était parti pour la clinique. Moi, l'hôpital, en fait, si tu veux, ça a été l'une des périodes les plus compliquées de ma vie. Parce que, parce que ma mère et moi, on a beaucoup pleuré. On a beaucoup, beaucoup pleuré. Euh, et puis j'étais épuisé. J'étais épuisé, c'est-à-dire que comme c'était comme je devais passer la nuit puis quelques jours là-bas, avant que les infirmières elles viennent pour me donner à manger, me donner les médicaments. J'avais dormi peut-être pendant 1 heure, 2 heures, mais j'étais épuisé, épuisé. Et donc à partir de là, je prends des médicaments. C'est là où j'ai commencé à prendre des médicaments. Euh, j'étais, euh, j'étais, j'avais une tête, j'étais fatigué. J'étais fatigué, ah ouais, non. Donc, hôpital psychiatrique pendant une semaine. Le week-end se passe. 4 mois de clinique de repos à Marseille. Je sors de la clinique septembre 2018. Je sors de la clinique. Euh, décembre 2019, rupture conventionnelle avec l'entreprise où je travaillais. Entre-temps, en août 2019, je suis monté à Lyon pour rejoindre cette personne, cet ami que je te disais là. Je rejoins cette personne à Lyon parce qu'elle faisait ses études à Lyon et ce jour a changé ma vie. Je vais vite expliquer après pourquoi ce jour a changé ma vie. Elle me demande mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je lui ai dit bah écoute, je me vois pas retourner là où je suis, au boulot où je suis. Moi je suis passionné de journalisme, je suis passionné de tout ça. Je vais me renseigner. Je commence à faire un BTS communication à Lyon. Donc, août 2019, je déménage sur Lyon. Et je reste à Lyon, je fais mon BTS et je reste à Lyon jusqu'en mars 2025, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à que je monte en Ile-de-France. Toujours traitement, et vas-y, que je vois des psychiatres, des psychologues, des gens. J'ai rencontré des gens bien, j'ai rencontré des gens un peu moins, pas compétents, mais un peu moins bien, on va dire. Et donc voilà, ça a été ma vie. Et là, le moment où tout a changé, c'était octobre 2021. Octobre 2021, toujours sur Lyon, c'est là où je rencontre ma compagne. Le podcast sera vu et entendu, donc je me dis, tu sais quoi, quitte à si des gens me voient dans la rue et tout, ça peut être drôle. Moi, ma copine, j'ai rencontré sur LinkedIn. Je sais, ouais, je sais, c'est très bizarre, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est très bizarre. Normalement, les gens. En fait, les gens se rencontrent sur LinkedIn, sur Facebook, sur, je sais pas moi, sur Mythic, sur ce que tu veux. Moi, j'ai rencontré ma copine sur un site professionnel. Mais, mais
là, le truc n'est pas là. Le truc, c'est que euh, elle avait fait la même école que moi, le même campus que moi, elle sur Paris, moi sur Lyon. Et donc, un jour, début octobre, je traîne sur LinkedIn et tout, je m'ennuie, je suis chez moi et tout. Je traîne chez moi, je venais de changer d'appartement à Lyon, donc dans un appartement dans lequel je me sentais bien. Je traîne et tout, comme ça, j'étais comme ça, tac, tac, tac. Et tout d'un coup, je vois son profil. Je vois son profil, je fais, oh, elle est jolie. Mais ce que je vois d'abord, c'est même pas sa photo de profil. Parce que c'est une fille qui est quand même très jolie. C'est pas sa photo de profil que je vois, c'est le fait qu'elle ait fait son campus. Et moi, le premier message que j'envoie, je lui dis oui, salut et tout, si je me rappelle bien. J'ai vu que tu avais fait ce campus sur Paris, moi j'ai fait sur Lyon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, de là, la discussion, bah, moi j'ai bien aimé ou moi j'ai pas aimé, tu vois, on discute quoi. Mais à aucun moment, il y a eu ce côté sentimental, relationnel qui est arrivé, tu vois. Malgré que ce soit une très jolie fille, toujours une très jolie fille d'ailleurs. Et, bah, c'est sûr que ça aide, tu vois, parce que bon, je dis pas ça parce que je l'aime, tu vois, mais c'est vrai que ça aide quand même quand la personne, même si tu es là que pour du pro, tu dis, bon, c'est sûr que si le courant passe bien et qu'en plus je la trouve jolie, c'est cool. Et pour te dire à quel point j'ai senti que c'était la bonne, c'est que, bon, là, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Ma plus longue relation à Morane, c'était 6 mois, tu vois. Donc là, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, en octobre. Et le lendemain, je vais chez la psy, je vais chez une psy à Lyon, une psy incroyable, hein, vraiment. Si elle voit cette vidéo, vraiment une psy incroyable, Madame Baudry. Et j'arrêtais pas de penser à ma copine, j'arrêtais pas de penser à elle. Ma copine, voilà, tu vois ce que je veux dire. J'arrêtais pas de penser à Telle elle. qu'elle est ta future copine, Voilà, quoi. c'est ça, exactement. Je pensais tout le temps à elle, tout le temps. Et alors que, je veux dire, la psychologue, tu vois, genre, c'est quand même important, tu vois. Et je pensais tout le temps à elle et tout. Et à partir de là, en fait, j'ai retrouvé des moments de bonheur. C'est arrivé comme ça, en fait. C'est arrivé d'un coup. C'est arrivé d'un coup. J'ai trouvé des moments de bonheur. Le courant est passé très vite entre nous. Et naturellement, quand le courant est passé, quand on a commencé à discuter, elle m'a dit, elle m'a demandé, tu vois, de lui en parler plus sur moi. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, je sens que c'est la bonne. Je vais lui parler de ce qui s'est passé avant pour moi, tu vois. Pas la tentative de suicide. Je lui ai parlé très, 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 très tardivement de ça. Mais le traitement, l'hôpital, la clinique, l'humeur, tu vois, la dépression. Elle m'a dit, on était au téléphone, elle m'a dit, mais t'inquiète, c'est pas grave, ça va aller. Elle me dit ça, j'ai pleuré. Au téléphone, j'ai pleuré. J'avais les larmes et tout qui coulaient. Parce que je me suis dit, ok, donc là, faut pas que je la laisse passer elle. Et donc voilà, donc ça fait depuis octobre 2021 que je suis heureux. Et je sais pas si tu voudrais en parler après, mais la guérison, elle est arrivée ouais, l'an dernier. Et là, t'es toujours sous traitement ou t'as complètement arrêté? Non, non, je suis toujours sous traitement. C'est un traitement que je prends depuis des années. Faut savoir aussi que sur Paris ou en Île-de-France, voir des psychiatres, c'est compliqué parce que soit ils sont non conventionnés, soit ils prennent des patients déjà suivis, soit c'est pour des mois et des mois, mais 3 mois, 4 mois, 5 mois à attendre. Mais bon, là, heureusement, je vois un psychiatre. On est quoi? On est le 16, dans une semaine tout pile. Je vois un nouveau psychiatre à Paris. Donc, on va voir. Mais ouais, ça fait un traitement que. C'est pas le même traitement que je prends depuis que je suis en clinique. Pas le même, ça a changé et tout. Mais si tu veux, je prends toujours les mêmes médicaments, deux le matin et un le soir. Toujours pareil. Hmm. Mais ouais, c'est un traitement que je prends depuis des années. Et quand tu as commencé à prendre un traitement, est-ce que t'as senti que ça te faisait du bien? Est-ce que t'étais mieux? Ou c'est pas venu tout de suite? En fait, même maintenant, là, au moment où je te parle, j'en parlerai avec le psychiatre la semaine prochaine. J'ai pas l'impression que le traitement m'ayant fait grand-chose. En fait, j'ai l'impression que le traitement, il m'a jamais vraiment fait. Il m'a stabilisé,
ça m'a stabilisé par moment, mais pour moi, il est un peu inutile, quoi. Je dis Hmm. pas que ceux qui nous écoutent, je dis pas qu'il faut pas prendre de traitement, pas du tout. Mais moi, dans mon cas, je me dis ce qui m'a rendu bien, tu vois, c'est ma relation avec ma copine. C'est pas, oui, le traitement sur le coup, sur le moment, oui, je l'ai pris, tu vois. Au tout début, tu le prends parce que t'as pas le choix, parce que tu te dis, genre, t'es tellement, désolé pour le terme, mais t'es tellement dans la merde que tu te dis, faut que je prenne un traitement. Tu vois, genre, on me dit, bah écoute, il faut prendre des médicaments, ben je prends des médicaments, ok. Mais moi, en fait, ce qui m'a toujours rendu bien, c'est voir mes collègues, c'est voir mes amis, c'est voir ma famille depuis que je vais mieux, hein, depuis que je vais mieux. Parce que avant, ça allait pas trop, tu vois, mais depuis que je vais mieux, c'est voir mes amis. Et le traitement, en fait, tu vois, je le prends comme si j'avais soif et que je prenais un verre d'eau. Tu vois, c'est naturel, mais ça me fait rire parce que ma grand-mère, en fait, si tu veux, genre, moi, dans ma famille, on a des antécédents un peu dépressifs. Et ma grand-mère, à chaque fois qui me dit, quand je la vois, alors le traitement, tu le prends toujours, faut pas arrêter, hein, faut pas arrêter. Je lui dis, bah déjà, chaque fois, je leur dis, mais en fait, moi, je suis personne pour arrêter. Moi, si on me dit, il faut que tu en prennes un jusqu'à la fin de ta vie, j'en prendrai un jusqu'à la fin de ma vie. J'arrêterai pas de moi-même parce que je suis personne, voilà. Mais moi, le traitement, ça me fait rien, tu vois. Moi, passer des moments avec des amis, avec ma copine, ou faire des petites balades, ou même jouer avec mon chat, tu vois, c'est tout bête, mais ça me fait plus de bien que de prendre un traitement, quoi. Et quand t'arrives en hôpital psy, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font pour toi? Qu'est-ce qui se passe dedans? Parce que euh, peut-être que comme beaucoup de personnes, j'ai encore cet a priori que en gros tu vas avoir plein de gens qui crient partout, enfin voilà, qui hurlent, mais concrètement, je sais pas réellement ce qui se passe dans ce genre d'hôpital. Quand je dis hôpital psychiatrique, c'est-à-dire, c'était dans le centre hospitalier du Pays d'Aix, section psychiatrie, tu vois. D'accord. C'était section Ok. psychiatrie, c'était pas. Non, on était trois, donc tout se passait bien. Je crois que je leur ai jamais parlé parce que je pense qu'en fait, t'as pas trop envie de parler à ce moment-là, tu vois. Moi, la seule personne à qui je parlais, c'était ma famille. C'était mon beau-père quand il venait voir, c'était ma mère, c'était l'une de mes demi-sœurs qui était venue me voir. C'est tout, tu vois, c'est tout. C'était calme. Qu'est-ce que je faisais Je me faisais chier, honnêtement. Hein, vraiment, hein, désolé du terme, mais je m'ennuyais. Euh, vraiment, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, je crois que c'est juste que je me rappelle plus en fait. À part ma mère qui venait me voir tous les jours après son travail, je crois que j'avais un livre. Euh, je sais plus. Moi, ce que je me rappelle en tout cas, c'est que il y avait deux douches, je crois, sans tuyau forcément, pour pas faire de bêtises. Mais ma mère qui m'apportait des habits tous les jours, des habits propres et tout. Puis je suis pas resté longtemps, je suis resté une semaine là-bas. Je suis pas resté longtemps. Puis là où j'ai eu un peu de chance, c'est que c'était pendant la Coupe du Monde de 2018. Donc des fois, je regardais un peu le foot à la télé. Des fois, je sortais et tout, je regardais un peu le foot, tu vois. C'est tout, mais non, je me rappelle pas. Ce que je me rappelle, c'était calme, mais je me rappelle pas de grand-chose non plus. Voilà, c'est ça, exactement, ouais. C'était pour éviter d'être à la maison et tout et ressasser, ouais, c'est ça. Ok. Et ça t'a fait du bien ou Non, ça m'a pas fait beaucoup de bien. Ça m'a pas fait de mal, mais tu vois, c'était neutre. C'était neutre. Ça m'a ni fait beaucoup de bien, ni fait beaucoup de mal. C'était basique. Mais ce qui m'a fait un peu plus de bien, c'était la clinique. Attends, je suis sorti de l'hôpital le samedi, je suis rentré en clinique le lundi. Et là, j'y suis resté 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois, toujours pendant la Coupe du Monde. C'est pour ça que je me rappelle des dates. Ah, là, la clinique, ça m'a fait un peu de bien parce que tu vois, c'était vraiment une clinique de repos. Les gens étaient sympas. On mangeait tôt. On mangeait tôt.
Donc ça, c'était plus chiant. Mais non, là, ça m'a fait du bien, tu vois. Les gens étaient sympas, puis on était tous dans la même galère, quoi. On n'était pas tous dépression et tout, tu vois, mais on était tous dans le même truc. On était là et tout. Voilà, on était tous dans la même galère, donc on parlait. Il y avait des activités, il y avait des ateliers, des trucs pour te changer un peu la tête. La clinique, c'était bien. C'était bien. C'était sympa, quoi, on va dire. Après, malheureusement, j'avais pas. En fait, le problème de la clinique, c'est que les gens, ils sont là pour toi, tu vois. Les gens, ils sont là pour toi et t'as pas envie de sortir, en fait. C'est ça le truc, c'est que t'as pas envie d'y sortir. T'as- Tu restes tellement, plus ou moins dans mon cas, j'étais resté 4 mois, tu te dis genre, mais qu'est-ce que je vais faire dehors, en fait? Qu'est-ce que je vais faire dehors? Est-ce que tu es dans une bulle avec des gens qui peuvent te comprendre et C'est ça, c'est ouais, ça. t'as pas envie de sortir parce que T'as t'as pas envie peur de de ce que sortir, ouais. tu pourrais retrouver, quoi. Voilà, c'est ça, t'as pas envie de sortir, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Ça a été de septembre 2018 jusqu'à que je monte sur Lyon. Traitement. Avec le traitement, c'est vrai que ça allait un peu mieux. Euh, je... je bougeais un peu, j'allais voir des gens sur Aix-en-Provence, je bougeais un peu sur Marseille. Mais par contre, je prenais un traitement, ce qui a fait que j'ai pris du poids. Le problème du traitement, ça aussi, c'est que tu prends du poids. Alors attention, après, il faut faire du sport et tout. Mais quand tu prends du traitement au début, quand tu prends des médicaments, attends-toi à prendre du poids. Ça, c'est sûr. Euh, donc, je bougeais un peu. C'est vrai que le traitement, au début, ça stabilise. Ça, c'est vrai que ça stabilise bien. Mais c'est pas pour ça que tu vas avoir une banane de ouf, quoi. Tu vois. C'est pas pour ça que tu vas avoir une grande banane, le sourire et tout, mais ça stabilise. Mais ouais, hôpital 1 semaine et clinique, ouais, 4 mois environ. Donc avec tout ça, tu te sens peut-être un peu mieux, enfin moins mal, on va dire. Ouais, ouais, clairement. Clairement. Hmm. Je me sens moins Mais bon, mal. ça résout peut-être pas Non, le problème non. de fond. Ah non, 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 pas du tout. Non, non. En fait, je dis que le traitement, c'est bien un temps, mais le problème, il n'est pas réglé, tu vois. Si tu prends des médicaments, mais qu'au fond de toi, le problème, il n'est pas réglé, ben, moi, j'ai de la chance, j'ai un petit traitement, tu vois. Mais je pense aux personnes qui doivent avoir un plus gros traitement. Euh, c'est bien beau de prendre des médicaments, mais si au fond de toi, le problème, il n'est pas réglé, ben, à quoi bon, tu vois? C'est ça le truc. C'est que moi, j'ai eu de la chance de rencontrer ma copine, j'ai eu de la chance, puis j'ai eu de la chance enfin de guérir, j'ai eu la chance et la volonté de guérir, mais il faut se dire, je prends un traitement, mais à côté, il faut suivre, il faut travailler sur soi, tu vois, aussi. C'est pour Hmm. ça que quand j'entends... ce qui est bien, c'est que la parole sur la santé mentale, elle se libère petit à petit. Tu vois des sportifs en parler, tu vois des artistes, tu vois plein de trucs, donc c'est super. Mais c'est encore pas tabou comme truc, mais il faut comme sujet, mais il faut en parler, il faut en parler, quoi. Mais voilà, il faut régler le problème de fond, ouais, c'est sûr. Parce que du coup, en fait, le traitement, ça peut aider, mais c'est vrai que ça résout pas le problème. Et tu penses que si jamais t'avais pas rencontré ta copine, tu serais toujours au même stade ou t'aurais réussi à avancer un petit peu? C'est une bonne question parce que des fois, ça m'arrive d'y penser, tu vois. C'est-à-dire Mhm. que tout à l'heure, je te disais, j'ai rencontré ma copine et tout, je venais de changer d'appartement sur Aix, sur Lyon, pardon, je venais de prendre un plus grand appartement. Et donc, je m'y sentais bien, tu vois, je m'y sentais bien parce que plus grand, avant, c'est simple en fait, avant, j'étais d'une résidence étudiante, un appartement 2 fois, un peu plus que 2 fois plus grand en superficie, tu vois. Donc, Hmm. déjà, ça change tout. Donc, déjà, en plus, ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que il y a eu le Covid entre-temps, tu vois. Le Covid, moi, j'ai 2 amis qui sont devenus même des frères, quoi, maintenant. C'est vraiment des gens que j'aime plus que tout. Qu'eux, ils l'ont bien vécu, le Covid, tu vois. Le confinement, pas le Covid, mais le confinement, ils l'ont bien vécu. Moi, j'ai détesté. Ah, moi, j'ai détesté.
Alors moi, j'étais pas seul sur Lyon, j'étais avec mon beau-père et ma mère chez eux. Mais moi, le confinement, j'ai détesté. J'ai détesté, donc ben voilà, ça c'était la parenthèse refermée. Mais confinement, c'est très compliqué pour ma part, en plus dans l'état où j'étais là au moment, tu vois. Mais je pense que si j'avais pas rencontré ma copine, euh, en fait, j'aime bien dire, elle m'a pas sauvé la vie, mais elle me l'a changé. Me sauver la vie, je pense que je me la suis sauvée toute seule, euh, par peut-être plusieurs points qu'on va dire après. Elle m'a changé la vie, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est-à-dire que, bah, en gros, elle a rendu quelqu'un de dépressif heureux. Je pense que à partir de là, voilà, ça veut tout dire. Et attends, juste, je te lis un message que ma mère avait envoyé à ma copine. Elle lui avait envoyé: ma mère, grâce à toi, il a retrouvé la joie de vivre et je ne pourrai jamais te remercier. C'était en 2022 ça. Et ma copine qui lui dit: je pense qu'on s'est bien trouvés tous les deux et j'ai bien l'intention de le rendre encore heureux longtemps. Hmm. Tu vois, donc, C'est trop mignon. ouais, ouais. Donc, c'est. Ma copine m'a changé la vie. En fait, je pense qu'elle m'a redonné goût à la vie, tu vois. Même elle l'a pas sauvé, elle m'a Hmm. redonné goût à la vie, ouais. Sauver la vie, je pense que je me suis sauvé la vie euh, pas seul parce que quand même c'est une lourde responsabilité, mais ouais, je me suis changé la vie, sauvé la vie, ouais. Mais oui, sans elle, c'est sûr que sans elle, je sais pas ce que je serais devenu, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qui a fait que ta copine t'a aidé à aller mieux? Je pense que c'est pas des actes, tu vois, c'est des façons de penser. C'est-à-dire que déjà moi, avant de la rencontrer, euh, je voulais. Alors, on n'est pas mariés, mais avant de la rencontrer, moi, je voulais pas me marier. Moi, maintenant, j'ai envie d'attendre et elle le sait, hein. Elle le sait que j'ai envie qu'un jour elle porte mon nom. Avant de la connaître, j'avais peur et j'avais pas envie de vieillir. Là, j'ai envie de vieillir pour voir ce que je vais devenir. Tu vois, donc je pense que c'est surtout ça. C'est surtout ça, c'est-à-dire que. Mais ce qui m'a aidé, je pense qu'en fait, c'est me comprendre. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne, c'est vraiment une personne exceptionnelle, tu vois. C'est vraiment une personne, elle est gentille, elle est bien élevée, elle est douce, elle est agréable à vivre, elle est, euh, elle est respectueuse. Ma famille l'a tout de suite appréciée. Ben moi, c'est la première copine que j'ai présentée à ma famille. Parce que j'ai senti que tu vois, c'était la bonne. Elle est gentille, elle est agréable à vivre, elle est drôle, elle est chouette. Elle est peut-être aussi à ton écoute et elle cherche aussi Ouais, ça à m'a ce que tu sois bien aussi. ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ça m'a. En fait, tu vois, j'avais à ce moment-là, quand je te dis, quand je t'avais dit que je lui ai, quand je me suis dit, il faut que je lui dise par quoi je suis passé, ce que j'ai vécu, c'était à double tranchant. Je me suis dit, bon, écoute, comment elle va réagir et tout. Et au final, quand j'ai vu qu'elle avait bien réagi, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment une fille chouette. C'est important, quoi. Ouais, non, elle m'a changé la vie sur plein de points, quoi. Moi, si tu veux, je dis que, vu que je l'ai rencontrée quand j'avais 26 ans, de, vu que j'ai commencé à être heureux à partir de mes 26 ans, tu vois. Parce que j'ai eu une enfance pas facile, une adolescence, dépression, tout ça pas facile. Donc, en fait, ouais, elle m'a donné goût à la vie, quoi. Ouais, puis elle t'a peut-être montré aussi qu'il y avait autre chose qui existait et que ça pouvait être bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, au lieu de. Moi, c'est vrai que j'étais dans un truc où j'étais. Il y avait du brouillard, tu vois, dans ma tête, et au final, moi, j'avais souvent entendu cette expression, la lumière au bout du tunnel. Je me disais, ouais, ouais, tu vois, en fait, quand t'es pas bien, tu dis, oui, allez, c'est bon, tais-toi. Mais en fait, non, pas du tout, c'est vrai, ça a été ça. Ça a été ça, et ça m'a fait du bien, ouais. Je pense que c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là, et c'est pour ça que ça fait aussi longtemps qu'on est ensemble et que j'essaye de la rendre heureuse
autant qu'elle me rend heureux, quoi. C'est trop bien, c'est trop mignon. Euh, Tout à l'heure, tu disais que tu allais voir un nouveau psy. Est-ce que c'est pas compliqué aussi pour toi de répéter encore à nouveau ton histoire à une nouvelle personne à chaque fois? Si. Mais en fait, c'est ce que je dis à chaque fois. Des fois, tu vois, ça m'ennuie d'aller, que ce soit psychologue ou psychiatre. C'est ennuyant, ouais. C'est vrai que c'est ennuyant parce que tu es là et tout, tu dois dire alors, mon père, ma mère, mes parents, la maladie, la clinique, et ci, et ça. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais un psychiatre aussi, pendant le Covid, m'avait fait passer des tests et j'avais été diagnostiqué cyclotimique, qui fait partie de la famille de la bipolarité. Au début, j'avais donné un peu d'importance et de sens à ce test médical, mais en fait, plus trop parce que je me dis si je le repasse maintenant le test, ben non, ça serait pas pareil. Alors après oui, c'est sûr que c'est facile de dire oui quand ça va pas, j'étais bipolaire et tout. J'ai eu des moments je pense, de bipolarité dans ma vie, oui, que j'ai pas trop envie de parler de ça pour l'instant, tu vois. J'avais des petits signes de bipolarité, mais voilà, tu vois, genre parler de sa famille, de soi, de sa compagne, de plein de choses, c'est pas facile. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Après, il y en a, c'est pas pareil. Il y en a, au contraire, ils se disent, oh, ben tant mieux, ça me fait parler, ça me fait évacuer. Moi, je me dis, j'ai déjà dit ça assez de fois à des personnes pour qu'en plus, tu vois, ça continue, quoi. Mais ça me dérange pas, tu vois, c'est embêtant, mais ça me dérange pas parce que ça me dérange pas de parler de ce que j'ai vécu, surtout que quand ça va pas, quand tu déprimes, quand ça va pas et tout, c'est plus difficile. Mais quand ça va, quand t'es bien, tu dis bon, allez, ok. Mais c'est embêtant, ouais. Sur le coup, tu te dis allez, c'est reparti encore une fois. C'est important pour toi de garder un suivi avec un psy? Psychologue, oui, psychiatre, moins. Ouais. C'est moi encore, hein, parce que je veux pas que les personnes qui entendent ça, ils se disent non, 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 au contraire, ça c'est moi. Ça c'est simplement mon avis, mon ressenti à moi. Psychologue, oui, parce que j'estime que le psychologue, en fait, c'est important de parler. Tu vois, c'est important de parler. C'est le secret professionnel. Le psychologue, il va, comme le psychiatre, il garde les choses pour soi, tu vois. Mais avec le psychologue, tu vas pouvoir parler de sujets euh, moins techniques que le psychiatre. Le psychiatre, ça va être surtout comment vous vous sentez aujourd'hui, le traitement. Moi, j'ai eu de la chance que quand j'étais à Lyon, j'ai vu un psychiatre génial, vraiment, tu vois, où vraiment, c'était pas genre juste bonjour monsieur, comment ça va, traitement, carte vitale, merci, au revoir, tu vois. C'était vraiment, ça allait pas, et tu vois, c'était comme un deuxième psychologue. Hmm. C'était comme un deuxième psychologue et tout, donc c'était vraiment super, vraiment quelqu'un de chouette aussi. Mais là, j'estime que le psychologue, pour ma part, est plus important que le psychiatre. Non pas que le psychiatre soit pas important, mais le psychologue, je pense que tu peux parler de plus de choses plus variées que le psychiatre, en tout cas. Oui, Mais parce que ouais. la différence entre les deux, c'est que le psychiatre est un médecin, il a fait des études de médecine et Mm. s'est spécialisé dans la psychiatrie, Voilà, alors que le psychologue a fait des études plutôt sur les comportements humains. Ce n'est pas un médecin, il peut pas prescrire de traitement. tout à fait, voilà, c'est ça. Ouais. Donc il va être plus dans le dialogue et t'expliquer et peut-être mieux te comprendre aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour ça que le psychologue, c'est super important. Ouais, il faut parler quand ça va pas, en tout cas. Hmm. Ça fait toujours du bien. Ouais. Ouais, ça Hmm. fait. Bah là, j'ai pris rendez-vous hier avec la psychologue que je vois actuellement.
Donc, ça fait du bien. Puis même, en fait, je me dis, même si c'est un coup, parce que faut pas se leurrer quand même, c'est un coup, tu vois. Mais j'estime que même quand ça va, il faut parler. Tu vois, Hmm. même quand ça va, même si vraiment tout va bien, que tu vis ta vie, tout va bien, il faut continuer à parler, quoi. Tu penses que c'est important que ce soit parler avec un psychologue ou par exemple, si tu as des amis de qui t'es proche, c'est tout aussi bien? Moi, j'ai un très très bon ami à moi qui s'appelle Thomas d'ailleurs aussi. Euh, et j'aime beaucoup lui parler, tu vois. J'aime beaucoup lui parler parce que ce qui est bien avec lui, c'est qu'on peut parler de choses futiles, on peut parler de trucs un peu bébêtes, tu vois, genre de garçons et tout, même si on est trentenaire, de garçons un peu con, quoi, un truc un peu à la con, mais on parle aussi de trucs sérieux. Mais c'est vrai que ça me fait du bien de lui parler aussi, mais j'estime que ça fait du bien aussi de, de parler à un psychologue, quoi. Parce que, bah, comme tu dis, le psychologue a fait des études dans ça, tu vois. Hmm. Donc, le collègue, c'est bien, mais sauf que, imaginons, tu lui parles, pour X ou Y raison, il va pas pouvoir te répondre, alors que le psychologue, à part une urgence, si tu es devant lui, bon, tu vois, il va y avoir un retour d'échange, quoi. Mais c'est vrai que c'est important de parler à ses amis, ça c'est vrai que c'est très important. Mais si à l'occasion, il faut aussi parler à un psychologue. Hmm. Au niveau de la société, pourquoi, enfin, est-ce que tu as une idée de pourquoi les gens sont aussi méfiants ou par rapport à tout ce qui est maladie mentale, pourquoi c'est aussi mal vu? Parce que dans maladie mentale, il y a quand même maladie et tout le monde peut avoir une Mm. maladie. Bah en fait, pour moi, tout simplement, quand on dit quelqu'un est malade mental, c'est quelqu'un de fou, quelqu'un qui doit aller à l'asile. Tu vois? Mhm. Je pense que les gens, malheureusement, c'est pas ma génération, tu vois, parce que moi, je suis plus la génération 90. Euh, mais quand je dis la génération, c'est-à-dire que les gens qui sont nés entre 2000 et 2000, punaise, 2010, waouh, ça fait bizarre de dire ça. Mais c'est fou de se dire que bon. Tu vois, la génération entre 2000 et 2010, ils ont une vision de pensée qui sont totalement différentes de ceux d'avant, quoi. Des Mhm. personnes d'avant. En fait, le problème, c'est que les personnes d'avant, ils ont une vision des sujets de la vie un peu trop bizarre, on va dire. Sur plusieurs points et tout. Que ça soit juste sur les enfants, sur le mariage, sur plein de choses. Et je pense que la maladie mentale, ça fait aussi, ça fait peur. Tu vois, ça fait peur, c'est-à-dire que les gens, ils sont là et tout. Pas tout le monde, hein, pas tout le monde là. Ça va mieux, tu vois, les langues se délient, ça va beaucoup mieux sur ça, mais quelqu'un, maladie mentale, c'est. Ben, moi le premier, hein. Moi le premier, moi ma mère, quand elle m'avait dit, t'es peut-être malade, ça. T'as peut-être un problème mental, et je crois qu'elle m'avait dit, mais non, je suis pas un problème mental, je vais pas aller chez les, pas, j'avais pas dit ça, tu vois, mais je vais pas aller à l'asile, tout va bien, je suis normal, tu vois, je crois que j'avais dit un truc comme ça, sans savoir vraiment ce que c'était. Donc je pense qu'en fait, les gens, ils voient trop maladie mentale avec fou, tu vois, avec asile, avec camisole, tout ça, alors que non. Non, en fait, pas du tout, tu vois. Juste les malades mentales, comme on dit, bah, c'est juste des personnes comme nous, mais comme nous, comme tout le monde, mais qui avons eu un problème en cours de route, quoi, tout simplement. Moi, en fait, ce que j'aime pas, c'est que je veux dire, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais on n'a qu'une vie. En fait, moi, je pars du principe qu'on n'a qu'une vie. Quoi que tu fasses, les gens, ils vont être là, ils vont dire des trucs. Donc, autant vivre pour toi et t'en fous des autres, quoi, tu vois. Je veux Mhm. dire, c'est. Oui, on a tous un truc. Par exemple, tu vois, ben moi j'ai eu une dépression. Je le crie pas sur tous les toits, mais ça a façonné qui je suis.
Donc, faut se dire, oui, il faut se dire: «OK, j'ai une maladie, mais je vais me battre et ça va pas changer qui je suis, quoi, tout simplement». Donc, ouais. Je pense que les gens, ils voient trop ça comme, j'ai une maladie, donc je suis fou, donc ça va pas, non, non, il faut que les langues se délient, quoi. C'est pas grave de demander de l'aide, c'est pas grave de dire: «Bon, ben là, ça va pas», voilà, hein. C'est même plutôt important Oui, de voilà, pouvoir le dire c'est et ça de pas le garder pour soi, quoi. parce que les gens, ils voient trop, «Ah bah tiens, lui il a de l'argent, comment ça se fait qu'il est pas heureux?» Mais alors ça, c'est genre un truc, je déteste, tu vois? Vraiment, ça, c'est un genre de truc, ça me fait vomir. Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dépression: «Ah attention, ah lui, il a un compte en banque élevé. Non, non, on n'y va pas les gars». Bah si, ça veut rien dire. Tu vois? Je veux dire, regarde, Robin Williams, regarde Heath Ledger, regarde plein de choses, tu vois? Je te dis ça parce que je suis passionné de cinéma. Regarde Jim Carrey, par exemple, il a vécu une dépression, ou même les sportifs, je sais plus moi, tu vois? Il y a tellement de noms, donc non, c'est important de parler et pas de se dire, dépression égale fou, quoi. Mmh. Ouais, puis il y a aussi, je pense, une méconnaissance, de tout ce qui est, trouble, ou maladie mentale. Ouais, Parce que, souvent quand, quelqu'un, par exemple, a beaucoup de changements d'humeur, on va dire: «Ah, il est bipolaire», sauf qu'en fait, c'est ne pas connaître ce que c'est que la bipolarité. Parce que être bipolaire, c'est des phases qui durent au minimum sur 3 mois. Donc des phases de joie intense et de tristesse intense, c'est ça, mais qui durent exactement. sur 3 mois. Mmh. Donc en fait, quelqu'un qui change d'humeur en permanence, c'est quelqu'un qui est lunatique. Ça n'a rien à voir. C'est ça, Et mais être oui, lunatique, c'est pas mais une oui. maladie. Non, mais alors non, mais voilà, bah, ça tombe bien que tu en parles parce que moi, je me rappelle quand j'étais au travail là, pendant que j'étais en équipe de journée là, en 2018, il y avait, heu, il y avait quelqu'un, je me rappelle au travail qui pas méchamment, hein, mais qui m'avait dit, «Ouais, tu je sais plus, je crois que tu pas bip», tu vois? Elle m'avait pas dit ça méchamment, mais oh là là, «Mais tu bipolaire» ou un truc comme ça, tu vois? Mais vraiment pas méchamment. Et moi, je suis pas le genre de personne à m'énerver, tu vois? Moi, je suis quelqu'un, je suis plutôt calme, je suis plutôt, j'aime pas l'affrontement, j'aime pas l'affrontement. C'est-à-dire que vraiment pour m'énerver, moi, il faut y aller fort, tu vois? Donc voilà, Mmh. j'aime pas la confrontation, tout ça. Mais je me rappelle à ce moment-là, je m'étais énervé. Je lui avais dit: «Attends, viens, on va parler et tout», alors qu'on était en train de travailler. On s'était mis à côté et je lui ai dit: «Mais faut savoir quand même que la bipolarité, c'est quelque chose, donc évite de dire ça, quoi». Tu vois, c'est le genre de personne, et c'était pas il y a pas longtemps, tu vois? C'était il y a quoi? Il y a 8 ans, 7-8 ans. J'en ai marre en fait des gens qui disent, «Oh là là, lui, il est bipolaire et tout», mais qui te dit qu'il est pas bipolaire? Qui te dit? Tu vois? Ou alors le pire: «Ah non, mais lui, il est schizophrène», mais les gars, sachez de quoi vous parlez. Je sais pas si ça bref, il faut savoir de quoi les gens parlent, tu vois? C'est vraiment, c'est le genre de truc, ça m'énerve. Les gars, la schizophrénie, c'est une maladie, ça se soigne certes, mais c'est une maladie, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, c'est le genre de truc, tu vois, vraiment ça m'énerve, c'est horrible. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que les maladies mentales, ça reste, comme je sais plus qui c'est qui disait ça, mais toute la partie, psychiatrie et dans le monde médical, c'est vraiment la 5e roue du carrosse. Il y a très, très peu de financement, très, très peu de recherche Mmh. parce que, en fait, ça n'intéresse pas et c'est vrai que dernièrement, on commence enfin à s'y intéresser et je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'on a quand même un sacré train de retard, par rapport à ça Voilà, c'est et clair. peut-être que, si on s'y était intéressé un peu plus tôt, il y aurait peut-être moins de personnes, encore traumatisées parce qu'ils ont vécu des choses horribles par des gens qui n'ont jamais été soignés. Donc ouais, il faut, je pense que l'épisode qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que c'est
quelque chose d'important parce qu'il faut démocratiser tout ça, il faut en parler et montrer que n'importe qui à un moment donné dans sa vie peut aller mal et que c'est pas grave, il faut en parler et on peut aller mieux quoi. Ah, il faut en parler, ouais, c'est sûr. C'est sûr, surtout que, ouais, ben oui, c'est ça, parce que moi, c'est vrai que je te parlais de guérison tout à l'heure. Je pense que le fait de préparer, de savoir qu'on allait faire ce podcast, moi, ça m'a permis de savoir aussi il y a peu que le moment où j'ai guéri, tu vois. Et donc, faut se dire aussi on peut guérir vraiment avec toute la force du monde. Si vraiment on y croit, si vraiment on a les jambes pour, on peut guérir, ouais. Donc, il faut en parler. Et même si on sait qu'au fond de nous, par exemple, tu vois, moi, qui est guéri de la maladie et tout, qui va beaucoup mieux depuis des années, ben, je continue à avoir du monde et à en parler, tu vois. Parce que quand tu traverses quelque chose de pas facile pendant longtemps, ben, faut en parler. Pendant ta période de dépression, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi? Les personnes de ton entourage, principalement. Waouh, c'est une bonne question. Alors là, attends. Ben, je sais pas, parce que je vais te donner un exemple. Moi, je me rappelle je vais, c'est juste un exemple. En 2014, tu sais, j'avais fait un baptême de sang parachute. J'avais fait un baptême et tout de sang parachute. Et je me rappelle, ma famille était venue me voir à ce moment-là. Mais j'étais quand même, tu vois, j'étais triste. Alors que ils étaient quand même venus me voir, tu vois. Donc, et ça, ils le savaient pas. C'est-à-dire que, je sais pas, après, donc, tout dépend, qu'est-ce qu'on peut faire? Waouh! Peut-être forcer, je pense, forcer à faire quelque chose, quitte à te dire non, ça, j'ai pas envie, non, ça me plaît pas. Mais qu'on te force et au final tu dis bon, ok, donc j'ai bien aimé, je vais peut-être réitérer l'expérience, sortir, faire, je sais pas moi, faire un truc, même, je sais pas, même moi qui dessine mal, mais je sais pas, genre dessiner vraiment, aller dans des musées, sortir en fait, tu vois, sortir. Parce que quand tu restes chez toi en fait et que tu vois personne et que tu parles pas, bah, c'est comme si tu étais dans un tombeau en fait, tu vois. Tu vois que toi, tu te parles seul, tu vis dans le noir, c'est horrible. Ouais, donc si on connaît une personne qui vit une dépression ou qu'on pense qu'elle vit une dépression, c'est d'essayer de l'aider à sortir de chez Mm. soi et à faire des choses, quoi. Ouais, bah après par contre, c'est pas le remède à tout. Par exemple, bah là, voilà, ma demi-sœur, donc je te parlais de tout à l'heure, ma demi-sœur et de son mari, je leur ai jamais dit, donc maintenant ils vont l'apprendre aujourd'hui. Moi, j'ai été témoin du côté à son mariage, à leur mariage. Et donc, c'était 2016 le mariage. Donc, voilà, ça allait vraiment pas, tu vois. Genre, à ce moment-là, ça allait vraiment pas dans ma vie, dans ma tête. Donc, j'étais témoin. La soirée, on est en pleine soirée, la soirée se passe, tout le monde danse, mange, rigole, bref, bon, voilà. Un mariage, quoi. Je sors une fois, je sors une fois dehors, je pleure. Je reviens et tout, voilà, j'ai ma vie, nanana. J'en sors une deuxième fois, je pleure. Et donc, il y avait une personne du mariage, là, qui vient, une invitée, qui vient me voir et tout dehors, et qui me dit ça va et tout. Je dis oui, je prends l'air un peu, j'ai chaud et tout. Alors qu'en fait, tu vois, je venais de pleurer. Donc, la dépression, je pense il faut voir ça comme le fait que, oui, faut vouloir faire des activités, faut vouloir faire des choses aussi qu'on se refuse à faire ou qu'on n'aime pas faire. Mais il y a plus que ça aussi, tu vois. Il y a se forcer ou faire des choses, il y a le traitement, et il y a aussi régler des problèmes intérieurs. Tu vois, ou trouver les personnes qui peuvent t'aider aussi. Donc ça, c'est important. Donc, ouais, il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire pour aller mieux. Est-ce que le fait d'avoir des personnes dans ton entourage
qui auraient pu te dire qu'elles étaient présentes pour toi, qu'elles t'aiment et qu'elles te soutiennent et cetera, ça aurait pu t'aider Oui, ou oui. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et parce que c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, moi, pendant cette période et tout, jusqu'à la clinique, jusqu'à l'hôpital et puis la clinique, j'ai l'impression qu'en fait, j'étais seul, tu vois? J'étais seul vraiment, non pas que ma mère était présente, tu vois? Mais elle était présente, mais peut-être pas comme il fallait, peut-être pas comme j'aurais aimé à ce moment-là. Mais ouais, j'ai l'impression que j'étais seul, quoi. J'ai l'impression que j'ai été seul. Est-ce que, il y a des personnes à qui tu arrivais à en parler ou vraiment personne? Ce qui est drôle, c'est que, encore une fois, bon, on va dire les prénoms, le, le mariage que je te disais tout à l'heure là, la mariée s'appelle Marie et le marié donc, s'appelle Bruno. Donc ma demi-sœur et son mari. Un jour et tout, je passe le week-end et je réfléchis beaucoup, toujours parce qu'à l'époque, en fait, je t'explique, je travaillais avec lui, tu vois? Je travaillais avec lui et tout, dans la même entreprise. On travaillait tous les 2 de nuit. Et à un moment, je réfléchis et je me dis, «Ouais, écoute, je vais aller le voir. Même s'il travaille, même si je travaille, je vais aller le voir, je vais lui parler un peu». Et donc à ce moment-là, je lui dis: «Ben, en fait, je fais une dépression depuis tant d'années», parce que j'avais réussi à mettre des mots dessus enfin. «Je fais une Mmh mh. dépression depuis tant d'années», donc j'ai réussi à lui en parler, tu vois? Mmh. J'ai réussi à lui en parler que ça allait pas et tout. Mais sinon, à part, ma famille, ouais, non, je pense qu'en fait, et encore quand je dis ma famille, c'était vraiment un cercle très, 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 restreint de ma famille, quoi. Mmh. Je pense qu'en fait, quand tu es le problème de la dépression, c'est qu'on a trop envie de se dire, «Je vais régler ça moi-même, je vais réussir à régler ça moi-même», mais en fait, le problème, c'est en voulant faire ça, tu t'enterres encore plus, quoi. C'est ça, il faut pas se dire, «Je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis plus ce que tu veux». Non, c'est Ouais, pas j'ai bien. besoin de personne, je peux m'en sortir seule, Voilà, quoi. c'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça, non pas du il faut pas donc, j'ai réussi à en parler, mais c'est vrai que j'aurais aimé, qu'on soit là plus pour moi et ben, après bon, après j'ai aucun regret parce que tu vois, je suis là devant toi pour en parler, donc c'est-à-dire que ça va mieux, donc c'est important. Mmh. Non, mais ce que je trouve intéressant, vis-à-vis de ton témoignage, c'est de pouvoir, aider, bah, soit les personnes qui sont en situation de dépression, soit, les personnes de l'entourage qui se retrouvent, assez souvent démunies et qui savent pas quoi faire et du coup, je me dis que peut-être, dire à la personne: «Bah, écoute, je suis là, je t'aime, j'ai envie de te soutenir. Si tu as besoin de parler, si tu veux me parler, tu peux me parler» Mmh. et je pense que c'est des choses qui pourraient peut-être aider. C'est pour ça que je te pose la question à toi, savoir si c'est des choses qui, toi, t'auraient fait du bien et auraient pu t'aider, quoi. C'est vrai que ça m'aurait aidé, ça m'aurait fait du bien, mais ce qui est je regarde beaucoup, des fois ça m'arrive, je traîne sur Insta comme tout le monde et tout, tu vois? Je scrolle et tout et là je vois il y a eu une période où je voyais beaucoup de trucs sur la dépression, mais depuis peu, tu vois? Depuis que ça va beaucoup que maintenant que ça va beaucoup mieux et en fait, je vois qu'il y a beaucoup de le langage, est beaucoup plus, restreint par rapport à la dépression chez l'homme, en fait. Mmh. C'est-à-dire que attention, la femme, elle a moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que les femmes, ont ou font que nous, les hommes, on serait pas capables de faire, tu vois? Par exemple, l'accouchement, les règles, la ménopause, bref, plein de choses. Plein de choses où vraiment les femmes, elles ont une force incroyable. Mais, heu, mais ce que je veux dire, c'est que l'homme, en fait, on voit trop ça comme, c'est l'homme, donc forcément, il a les épaules solides, il a vécu des choses, donc, il doit se taire, non, il doit et en fait, je pense que la parole se délie et tout, mais c'est vrai que la dépression chez l'homme, c'est pas facile. Tu vois? Il faut arrêter de se dire: «OK, je suis un homme et tout, je vais pouvoir, régler ça tout seul». Non, non, non. Il faut vraiment chez les femmes aussi, tu vois? Mais
l'homme, il est plus amené à être, comment dire, plus, Mais tout ça, c'est parce que on est dans une société patriarcale voilà et aussi. que du Mm. coup, l'homme doit être fort, ne pas pleurer et il doit assurer en toutes circonstances. Il y a aussi cette injonction. Enfin, le patriarcat, il n'a pas que des injonctions envers les femmes, il a aussi des Mm. injonctions envers les hommes. Ouais, Un homme, il doit être fort, c'est lui qui doit travailler pour nourrir sa famille. Il doit pas avoir de problèmes financiers, il doit tout bien voilà, gérer c'est ça. comme il faut Et et prendre soin justement, de sa famille, quoi. et c'est justement ça qui font qu'il a tellement de pression après sur les épaules que ben, il arrive à commettre l'irréparable. Donc Mm. c'est ça qui est. Mais oui, il faut. Quand quelqu'un, par exemple, moi, j'ai mon meilleur ami et tout, que j'ai rencontré grâce à mes études sur Lyon, grâce à mon BTS sur Lyon, je l'ai rencontré et tout. Et en fait, moi, c'est quelqu'un, je l'ai rarement vu triste. Je crois que je l'ai jamais vu pleurer. Ou alors j'ai dû le voir pleurer une fois, mais vraiment il y a très longtemps. Toujours bonne humeur, toujours des blagues et tout. Et à un moment, je le regarde et je me dis, mais attends, t'es sûr que ça va? T'es sûr que tu nous caches pas quelque chose et tout? Tellement le mec est tout le temps souriant. Tu vois, donc même quand on pense que ça va et tout, faut en parler, faut demander, même si ça va pas et tout, quitte à creuser, quitte à embêter la personne, faut demander, quoi. Ouais, parce que quand ça vient trop tout le temps, l'humour, des fois, ça peut cacher quelque chose. Ouais, mais c'est ça, exactement, oui, exactement. Pas tout le temps, mais ça peut. Mm. Mm. Et là, tel que tu es maintenant, si tu avais à parler au toi plus jeune qui était en plein dans la dépression, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, écoute, il y a des moments où ça va être plus compliqué que d'autres. Il y a des moments où tu vas vouloir abandonner, il y a des moments où tu vas vouloir faire taire les mauvaises voix. Euh, euh, il y a des moments où tu vas vouloir t'enlever la vie, il y a des moments où tu vas vouloir euh, être heureux en ne soyant plus sur Terre, mais il faut pas que tu perdes espoir parce qu'un jour ou un autre, ça va aller mieux. Tiens bon, ça va prendre des années, mais il y a un moment où tu t'en rendras compte que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'il faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner et un jour ou un autre, ça le fera et tiens bon, tout simplement, tiens bon. Et rends fier le Thomas qui est au fond de toi, quoi. Ouais. Ben, juste à ce moment où je te dis ça, il y a le soleil qui sort. C'est un signe. Ouais. Ouais, et puis voilà, et puis aussi pour dire par rapport à la guérison, parce que depuis tout à l'heure, je te dis ça, moi, en fait, au moment où j'ai su que j'étais guéri, c'est arrivé. En fait, le moment s'est passé septembre de l'an dernier, fin septembre de l'an dernier, mais je me suis rendu compte de ça il y a peu, quoi, en fait. Tout à l'heure, je te parlais que en 2013, j'alternais entre la série et le clip de musique. Mhm. Le clip de musique, donc, se passe à. L'introduction de ce clip se passe à Paris, dans Paris. Et pourtant, c'est un clip, tu vois, genre vraiment que j'ai regardé mais en boucle souvent, quand ça allait bien, quand ça allait pas et tout, je regardais. Un clip que je trouve un peu, toujours un peu, tu vois, genre mélancolique, un peu déprimant et tout. Et, euh, et fin septembre 2025, j'ai réussi à aller dans cette rue où le clip a été tourné. Mhm. J'ai réussi à aller dans cette rue, tout simplement ChatGPT. Je regarde le clip, je fais, mais attends, là, ce magasin-là, magasin, tac, 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 sur Paris, tu vois, genre, je sais pas, genre vraiment. Là, pour le coup, l'intelligence artificielle, ça aide pour ça, tu vois. Et je me dis, ok, il me donne le nom de la rue. Donc, je tape sur le nom de la rue. Et un jour, j'ai dit, allez, vas-y, j'y vais. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, c'est bon, là, ça y est, la dépression, elle est loin, à des années-lumière derrière moi. Donc là, je me dis, c'est bon. C'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai guéri. Tu vois, j'avais trouvé du bonheur avec ma copine. Mais là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça y est, je suis guéri. Donc, au moins ceux qui nous écoutent, ils comprendront
tout par la guérison. Et puis oui, c'est vrai que ça tombe bien que ce podcast soit là parce que j'aimerais bien écrire un livre aussi sur le titre. Ça serait, je pense, Merci la dépression pour ce que ça m'a apporté. Parce que ça m'a quand même amené des moments très durs, mais ça m'a apporté des très bons moments. Donc, Mhm. ouais. Je pense que ça serait ça l'intitulé. Ça serait pas mal. Ouais. Mais après, tu vois, même si ça marche, même si le livre il marche ou il marche pas, je m'en fous du moment que ça peut aider quelques personnes. Mais bon, après, c'est Mhm. pareil, hein. Moi, j'aime écrire et tout, mais c'est tellement dur de commencer parce que tu as tellement de trucs, tu dois dire, waouh, faut que je me mette un plan, c'est pas facile. Oui, bah après, ça se fait, hein. Faut... Ouais, Des fois, on voit ça comme une montagne, mais c'est comme un escalier. Si tu fais une marche après l'autre, ouais, au final, au bout d'un moment, t'arrives en haut, hein. ouais, c'est ça, exactement, c'est vrai. Mais le plus dur, c'est de se lancer. Hein, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaitais rajouter Non, bah déjà, merci pour l'invitation. J'espère que ça a été important pour ceux qui nous écoutent. J'espère que l'interview t'a plu aussi, que j'étais assez concis, je sais pas, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais au moins clair dans ce que je voulais dire. Et puis à rajouter, bah, ce qui est bien, c'est que la dépression, c'est aussi vu comme un handicap. Donc, bah, moi, pour ma part, c'est le cas, hein. Moi, je veux dire, j'ai une RQTH par rapport à mon séjour en clinique, tu vois. Une RQTH, une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Voilà, donc les langues se délient. Il y a beaucoup plus de sujets à travers ça, mais je pense qu'il faudrait plus en parler aussi. Parce que les études, surtout la scolarité, je pense que c'est important d'en parler très tôt, parce que la scolarité, c'est bien beau, les théorèmes de Thalès, Pythagore ou les capitales, que sais-je, mais la santé mentale aussi, tu vois. hmm. Donc, je veux dire, déjà, moi, j'ai une vision de la vie qui est quand même, bon, ça, c'est ma vision. Il y en a qui sont pas d'accord, mais tu nais, tu fais des études, tu travailles, tu vas à la retraite et après tu meurs. Bon, tu vois. Bon, voilà. Mais je me dis, quitte à ce que la vie soit un peu plus gai, un peu plus fun, un peu moins compliquée, théorème de Thalès, je veux dire, moi, par rapport au fait que moi, ça fait depuis le collège que j'en ai pas fait, et je me porte très bien, tu vois. Donc, mettez ça un peu plus de côté, ou voyez ça plus tard et parlez un peu de sujets comme la santé mentale ou autre. Ce serait pas mal aussi, hein. Mais bon, est-ce qu'un jour ça arrivera, ça je sais pas. Mais ouais, il faut parler. Quand ça va pas, il faut parler. Même si c'est même si c'est vraiment 5 minutes ou faut pas avoir peur de dire à quelqu'un ah ça va pas et tout, je me sens pas bien. Et puis si cette personne elle n'est pas là au moment où ça va pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour être dans ta vie. Donc adios quoi, tout simplement. Faut pas avoir peur de ça. Alors, Mais je pense que c'est un mais petit peu radical de non, dire ça parce que quand je veux dire on traverse tous des moments compliqués dans non, la vie mais et ce que je veux dire si c'est c'est que pas le bon moment, ça peut être. non, mais ce que je veux dire c'est que si la personne elle est pas là et tout, elle te dit pas, elle te dit non je peux pas et tout plusieurs fois et qu'elle revient pas vers toi quand elle ça va pas, tu vois, c'est ça que je veux dire. Non, non, bien sûr tout le monde a ses problèmes, tout le monde peut pas et tout. Je suis d'accord, mais il y en a en fait, tu vas leur dire ça va pas plusieurs fois, et au moment où ça va bien, ils te disent alors ça va, tu vas bien, tu vois. Il faut aussi aller voir l'autre. Faut aussi, je sais pas, faut trouver du temps pour soi, mais si tu sens aussi que ton pote il va pas et que tu tiens à lui, faut pas hésiter aussi, tu vois. Hmm. Donc voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Bah, de toute façon, toutes les relations, c'est des échanges. Donc, si tu es Oui. là pour une personne et qu'en retour, elle n'est pas Et en là pour retour, toi, t'as un mur, ouais, ça sert à rien, quoi. hmm, hmm. Donc, C'est que c'est pas forcément la bonne ouais, personne. exactement, ouais. Et puis ce qui est important aussi, c'est que ça aussi, pour finir avec ça, c'est on peut trouver son bonheur à n'importe quel moment. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des bons moments, des moments de joie quand j'étais plus jeune, mais j'ai découvert vraiment la joie à 26 ans, quoi, tu vois. La vraie joie, Hmm.
La maladie derrière moi, je l'ai découvert à 26 ans. Là, j'en ai 31. Oui, je suis très bien, tu vois. Mmh. Là, je suis très bien. Donc, faut pas se dire, punaise, j'ai 18 ans, j'ai jamais rencontré le grand amour, j'ai jamais vécu ci, j'ai jamais fait ça. Non, ça arrive à tout moment. Si c'est pas maintenant, ça Parce qu'on sera n'a après. pas encore rencontré des bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu de la chance que j'ai rencontré la joie et l'amour en même temps, mais faut jamais perdre espoir en tout cas. Mmh. Ben écoute, c'est une très belle conclusion. J'espère que ça va pouvoir redonner espoir, à des personnes qui pourraient, se sentir mal actuellement. J'espère aussi, j'espère Hem, aussi. Est-ce que si on a des questions ou, par rapport, au sujet de l'épisode, ou quoi, est-ce qu'on peut te contacter? Oui, bah, on peut me contacter sur Insta. Je pense que tu mettras mon compte Insta en description. De toute façon, un nom comme le mien, il y en a pas un nom Insta comme le mien, il n'y en a pas 100 000. Ensuite non, parce que c'est un jeu de mots avec Jafar et mon nom de famille, donc voilà. D'accord, ça marche. Eh ben écoute, merci Thomas pour, ton témoignage, qui j'espère va lever le voile un petit peu sur ce que c'est que la dépression et J'espère aussi, j'espère surtout que ça va pouvoir aider des personnes. j'espère aussi, ce serait bien. Merci à Merci toi en tout beaucoup. cas. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion. À la semaine prochaine!